c'était une véritable star. Hubert Reeves, il y a quelques années en France. Oui, je crois que c'était vraiment un précurseur dans la démocratisation de la science. J'ai des souvenirs de jeunesse. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais un CD et c'était Hubert Reeves qui parlait et qui racontait ce qu'il y avait dans son livre Poussière d'étoiles, et il y avait cette voix et je l'écoutais littéralement tous les soirs. Hubert adorait par-dessus tout les mathématiques. Il fait des travaux très importants sur le beryllium, le boré de lithium. Il y en a dans l'univers, il aurait dû disparaître dans les étoiles n'en forment pas. Une sorte de compréhension de ce qui était au-delà de l'univers observable. Laurence Honora, merci d'être avec nous dans Planétarium. Vous êtes entrepreneuse, organisatrice d'événements, conférencière vous-même. Vous êtes également derrière la chaîne YouTube Ideas in Science. Et vous êtes également auteur. Hubert Reeves, tout n'est pas foutu. Laurence Honora, c'est l'héritage d'Hubert Reeves qui nous réunit aujourd'hui tous les trois. Qui était Hubert Reeves et pourquoi précisément il nous a réunis aujourd'hui ? Alors Hubert Reeves, évidemment, on pense à astrophysicien, mais aussi tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est que c'était un grand humaniste qui s'intéressait beaucoup au ciel, mais aussi beaucoup à la Terre. Hubert aurait tout à fait pu devenir botaniste plutôt qu'astrophysicien, ouais. Émerveillé par la beauté en général, et toujours très très à l'écoute. Et on ne peut pas parler de lui sans parler de ses yeux. Ses yeux bleus, extrêmement malicieux, toujours prêt à faire une blague, et puis sa voix de ténor, qui était vraiment inimitable avec ses airs roulés à la bourguignonne ou à la québécoise. Je vais vous parler de la vie, non pas seulement comme un biologiste, mais comme un astrophysicien que je suis. C'est-à-dire que je vais essayer d'intégrer cette question, ce problème de l'origine de la vie dans un contexte plus général qui est celui de l'origine de l'univers. Tristan Vey, vous êtes journaliste scientifique au Figaro, chef de service sciences au journal. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette figure d'Hubert Reeves ? Hubert Reeves, moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer ou de le connaître, parce que je suis arrivé dans ce métier, c'était déjà un vieux monsieur. En revanche, j'ai des souvenirs de jeunesse, parce que quand j'avais une dizaine d'années, j'avais un CD, et c'était Hubert Reeves qui parlait et qui racontait ce qu'il y avait dans son livre Poussière d'étoiles, et il y avait cette voix, et je l'écoutais littéralement tous les soirs avant de m'endormir. Il durait 49 minutes. J'ai touché pour la première fois la physique des étoiles, et un peu plus que simplement voilà, le ciel étoilé, les constellations. J'ai commencé à comprendre que c'était qu'une galaxie, à m'imaginer les distances dans le cosmos. C'est là que j'ai commencé à essayer de faire cet effort d'imagination, de me représenter ce qu'était l'espace. Et ça m'a jamais quitté depuis. Et je me dis que c'est peut-être à cause de ça que j'ai pas eu aussi Je pense que c'est une figure pour moi un peu intouchable. Et du coup, ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller l'interviewer, par exemple. À une époque où j'étais journaliste, j'aurais pu aller l'interviewer sans problème, etc. Et pour moi, c'était une figure un peu, comme gravée dans le marbre. Vous avez évoqué Poussière d'étoiles, évidemment. Ça nous fait un point commun, je dois dire. Moi, c'est le premier livre de vulgarisation scientifique que j'ai lu, en tout cas concernant l'espace, préadolescence. C'était Poussière d'étoiles, une expression qui est presque passée dans le langage courant en France. Qu'est-ce qu'elle signifie, cette expression ? Nous sommes des poussières d'étoiles. Alors cette expression, il l'a reprise de Carl Sagan, c'est-à-dire que depuis le début de l'univers, depuis les tout premiers instants, cette matière, tous ces éléments qui ont été créés finalement nous constituent. Et c'est cette espèce de retour d'expérience de pensée vers les tout premiers instants. Et de la même façon, on peut prolonger en disant nous faisons tous partie du cosmos, une seule entité, ce même cosmos. Hubert était très sensible à cette notion-là. Et puis c'est beau, la poussière d'étoiles. C'est un petit peu comme vous disiez, vous vous endormiez en écoutant la voix d'Hubert. Eh bien, c'est un peu le marchand de sable, le marchand de sable qui passe, qui nous éblouit, qui donne de belles images et on fait de jolis rêves après. Vous parlez de Carl Sagan. Effectivement, l'expression d'origine, elle est de lui, mais elle n'était pas aussi poétique. En anglais, il ne disait pas Stardust. Carl Sagan, il disait Star Stuff. La traduction d'Hubert Reeves, elle est beaucoup plus poétique. En fait, si on regarde tous les titres de ses ouvrages, il les a empruntés à des poètes. Par exemple, Patience dans l'azur, Patience, patience dans l'azur, chaque atome, voilà, et l'espoir et la chance d'un fruit mûr, c'est Paul Valéry
Et puis, si on prend là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Donc c'est la période un peu plus, on va dire, écolo et puis un peu plus aussi inquiète. Là, ce sont des vers de Hölderlin. Il lisait du Paul Éluard, tout en écoutant de la musique. Hubert adorait par-dessus tout les mathématiques. Et c'est ce qui l'a conduit à ne pas finalement devenir botaniste, mais à devenir astrophysicien parce que les mathématiques étaient plus belles dans la physique que dans la botanique. Tristan Webb, pour être un bon scientifique, il faut aussi être poète, pas forcément. Ça aide peut-être. Oh, ça aide. Je connais vraiment pas de grand scientifique qui ne soit pas soit bon musicien, soit bon écrivain. Et en tous les cas, je connais pas de très grands scientifiques qui n'aient pas beaucoup d'imagination. Les mathématiciens ont besoin d'imagination. Tous les grands scientifiques, pour explorer des zones nouvelles, pour avoir ce courage-là, il faut être armé d'un autre bagage que simplement on va dire la réflexion pure, rigoureuse. La réflexion mathématique est bien plus empreinte d'imagination qu'on l'imagine, et c'est vrai de toutes les sciences. On va parler de son héritage scientifique, mais juste avant, quand même, il faut le préciser, c'était une véritable star. Hubert Reeves, il y a quelques années, en France, il y avait, on connaît le commandant Cousteau pour la mer, c'était l'équivalent du commandant Cousteau pour l'espace. Oui, je crois que c'était vraiment un précurseur dans la démocratisation de la science. Et même, j'irais jusqu'à dire, dans la démocratisation de la connaissance. Alors parlons de la contribution scientifique d'Hubert Reeves, de son héritage scientifique. Astrophysicien, il était spécialiste de la nucléosynthèse. Tristan Webb, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que la nucléosynthèse? C'est un mot très compliqué pour parler du moment où les atomes se forment. Et il y a plusieurs étapes de formation des atomes. Un premier qui se passe au tout début de l'univers. Donc les atomes légers se forment à partir des protons et des neutrons et des électrons qui sont dans cette soupe. Ils s'associent. On forme l'hydrogène, l'hélium, un petit peu d'éléments un peu plus lourds, le lithium, le beryllium, le bore, mais en relativement faible quantité. Et il y a une deuxième étape de la nucléosynthèse qui se fait dans les étoiles. C'est le sens du poussière d'étoiles dont on parlait tout à l'heure. Les étoiles sont des fabriques à éléments plus lourds. Et donc du coup, là, on va faire tous les éléments jusqu'au fer à peu près dans les étoiles. Et puis lorsque les étoiles explosent, là, on va faire tout le reste. Pendant l'explosion, on va non seulement faire tout le reste des éléments, et puis en plus l'explosion va les disséminer, et donc ça va ensemencer l'univers d'une certaine manière. Et Hubert Reeves, lui, a travaillé, donc il a fait sa thèse un peu sur cette nucléosynthèse stellaire, mais après, ses grands travaux, au début des années 70, il fait des travaux très importants sur le beryllium, le bore et le lithium, dont on ne sait pas pourquoi finalement il y en a dans l'univers, il aurait dû disparaître dans les étoiles n'en forment pas. C'est des éléments intermédiaires en fait, ils sont trop fragiles et ils disparaissent. Et Hubert Reeves a montré qu'en fait on pouvait expliquer leur présence par un phénomène qui s'appelle la spallation. En gros, avec des rayonnements très énergétiques, on arrive à casser des atomes plus lourds et à créer ces atomes légers. Et l'autre, c'est sur le deutérium. Et pareil, le deutérium, c'est de l'hydrogène lourd, donc avec un noyau qui est fait d'un proton et d'un neutron. Et là, il a montré en gros, il a découvert avec un collègue à lui que le Soleil n'avait pas la même composition en deutérium que la Terre, qu'il y en avait moins dans le Soleil que sur Terre. Et du coup, il a fallu trouver une explication à ça. Et c'était le point de départ de quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui, qui est le rapport deutérium sur H, et qui permet de comprendre la formation des planètes et des étoiles, de comprendre que les planètes se forment en même temps que les étoiles, la distance à laquelle elles se forment, etc. etc. Enfin, après, c'est tout un champ que ça a ouvert. Il a travaillé à Paris, il a travaillé d'abord en Belgique, c'est ça, et après il est venu à Paris? Quand il a eu son doctorat en astrophysique nucléaire, là on se situe en 1960, il a été embauché à l'Université de Montréal. Donc il a commencé à travailler en tant que professeur de mécanique quantique, d'électrodynamique. Il a travaillé pendant 4 ans. Et pour lui, cette routine était insupportable. Savoir qu'il allait passer sa vie dans ce tout petit endroit de l'univers, pour lui, non, ça n'avait pas de sens. En plus de ça, une autre chose le contrariait, c'était qu'on avait 10 ouvrages en langue anglaise pour un seul en langue française. Donc il estimait que c'était au détriment de la connaissance. Donc cette espèce d'accumulation l'a mise dans une sorte de tristesse, et les rencontres de la vie ont fait qu'il a été invité, professeur invité, à l'université de Louvain, et il a passé 1 année là-bas. Et encore, il a, au fil des conférences qu'il a données là-bas, fait la rencontre d'un monsieur, monsieur Bernas,
Et ce monsieur avait un laboratoire, il dirigeait un laboratoire à Saclay. Il a invité Hubert en 1964 à venir faire partie de son équipe. Et c'est là qu'Hubert est arrivé en France. Donc il est resté, on va dire pour simplifier, les 34 premières années de sa vie, les 30 et quelques premières années de sa vie au Québec et les 50 autres en France. Et sur quoi est-ce qu'il travaillait à Saclay ? Et en fait, c'est un laboratoire qui s'occupait de physique des particules. Ouais. Et c'est là qu'il a mené une expérience avec Johannes Geiss sur la composition du vent solaire. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à travailler là-dessus. Et c'est une expérience qui est partie sur plusieurs missions Apollo. Et ça lui a valu un prix, qui est le prix Albert Einstein, on ne le sait pas, mais qu'il a eu conjointement avec monsieur Johannes Geiss. Et alors en étudiant la nucléosynthèse, il a aussi forcément, en tout cas la nucléosynthèse primordiale, dont vous nous parliez Tristan Veil, il a forcément aussi étudié le Big Bang. Et alors il a même connu ou côtoyé, vous le racontez dans le livre, Georges Lemaître, le père de la théorie du Big Bang. Oui, la première fois qu'il a entendu parler du Big Bang, c'était avec un autre Georges Gamow, qui lui donnait des cours. Il l'adorait, ce Georges Gamow jovial. Au passage, une information intéressante, c'est que Hubert, il a été au bon moment, au bon endroit. Quand il était à Cornell, il était entouré de sommités. Et il était entouré de Feynman, il était entouré, Edwin Salpeter bien sûr, qui était son directeur de thèse, lui-même élève de Hans Bethe. Il était dans un contexte bouillonnant d'idées, bouillonnant de talents. Et effectivement, lorsqu'il était allé en Belgique, il s'est rendu au domicile de Georges Lemaître. Et Georges Lemaître l'a accueilli jouant du piano. Donc c'était effectivement lui aussi un physicien, mais un physicien qui n'était pas que physicien. C'était un musicien et c'est quelqu'un qui avait aussi une dimension religieuse. Et il a pu mener les deux de front toute sa vie, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il a pensé continuer du début jusqu'à la fin de sa carrière à dire que si l'on menait les deux distinctement, les deux, on pouvait les faire cohabiter. Il a demandé à Hubert ce que Hubert pensait de tout ce qui se passait, de cette théorie, de l'évolution des choses. Et il a confié à Hubert avoir regretté de s'occuper de physique. Il a regretté de se pencher plus vers les mathématiques qui l'ont finalement empêché de continuer d'être dans cette évolution-là. Grosso modo, il n'y croyait peut-être pas tant que ça au Big Bang. Il a également côtoyé Fred Hoyle, oui. inventeur lui de l'expression du Big Bang. Oui, un jour à la BBC, c'est lui qui pour la première fois a sorti cette expression, si on peut l'appeler comme ça, le grand bang. Et c'est une expression qui a été reprise quelques jours après par The Listener et qui depuis est l'expression consacrée, qui n'a jamais bougé. Le nom donné par Georges Lemaître, c'est la théorie de l'atome primitif. Oui. C'est qui est assez joli, moi je trouve. Big Bang, ça a plus frappé les esprits. C'était un bon coup de com. Plus anglo-saxon aussi. Ouais. Et puis, c'est un coup de com' inversé, parce que l'histoire est bien connue maintenant, mais il disait ça pour s'en moquer. Donc c'est un peu une sorte d'effet stressant, quoi. Il voulait se moquer de quelque chose et il lui a donné plus de popularité. Le terme est encore en vogue de nos jours. Et puis l'étude elle-même du Big Bang à l'époque était très en vogue aussi. C'était un sujet d'étude populaire. Est-ce que ça l'a encore aujourd'hui, autant ? Ah oui, la cosmologie. Alors, en cosmologie, oui, parce qu'en fait, il y a... Comme la physique des particules bute un peu, c'est-à-dire qu'avec le LHC, on a trouvé le boson de Higgs, mais on peine en fait à déchirer le voile vers la physique qu'il y aurait derrière. Le LHC, aller plus loin que le LHC arrive à ses limites, il n'y a pas de nouveau accélérateur qui est en cours de construction. Donc il y a pas mal de physiciens des particules qui se sont détournés de la physique des particules pour s'orienter vers, notamment les théoriciens, vers de la cosmologie. Parce que là, il y a beaucoup plus de travaux, on va dire, testables avec des appareils qui vont permettre de tester des choses qui se passaient dans ces premiers instants de l'univers. Et il y a plein de choses, mais l'inflation, par exemple, et l'âge sombre, tout ce qui se passe dans les premières minutes, on va dire, depuis le Big Bang, sont pleines de physique un peu exotiques et qui peuvent avoir des répercussions sur des observables
actuelle. Et donc du coup, c'est une voie qui génère pas mal de travaux. Donc non, c'est la cosmologie, c'est un domaine très actif de recherche actuellement. Donc il a côtoyé Georges Lemaître, on l'a dit. Est-ce qu'il était croyant lui-même, comme Georges Lemaître qui était chanoine? Alors, à cette question-là, Hubert a toujours botté en touche. Donc on ne le sait pas? Il a été élevé dans un Québec qui était un Québec catholique, clairement. Il est allé au collège Jean de Brébeuf. Au collège Jean de Brébeuf, c'était vraiment... la religion était omniprésente. Donc toute sa scolarité, il l'a faite dans cet esprit-là. C'est même à cette époque-là l'Église qui avait la main sur l'éducation, entre autres, mais sur bien d'autres choses aussi, sur la santé par exemple. Donc pour lui, sa jeunesse a été faite comme ça. Ensuite, quand il a eu 15-16 ans à l'adolescence, il s'est dit « il faut que je choisisse ». Et un été, après être revenu de Chalk River, où il avait effectué un stage d'étudiant, il a écrit à un prêtre en lui disant « j'ai dû choisir. Je n'étais pas sûre, mais maintenant je le sais. Je veux faire de la science. Et donc de la magie, disait-il. Je veux faire de la science. Et mon cœur n'est plus à réciter des textes religieux. Mon cœur n'est plus là. Je veux me consacrer aux mathématiques. » Et Hubert ne faisait que les choses de façon entière. Il ne faisait pas les choses, pas de demi-mesure, vraiment. Pas du tout même. Alors il est parti comme ça. Mais chasse naturelle, il revient au galop. Et il a eu toute sa vie des questionnements. Vraiment. D'abord, quand il observait la nature, il adorait observer. Il était dans le doute et dans le questionnement devant, par exemple, un coucher de soleil. Il se disait, finalement, ce coucher de soleil qui est magnifique, avec des couleurs extraordinaires, est-ce qu'il ne serait pas seulement le résultat des équations de Maxwell? Et en fait, la magie était tuée par la science, si on raisonnait comme ça. Les vagues qui revenaient avec une certaine fréquence, c'était certes beau, mais finalement c'était calculable. Et il a eu vraiment ce tiraillement toute sa vie. Et j'ai observé, mais ça c'est vraiment une observation personnelle, c'est vraiment mon point de vue personnel, une sorte de glissement chez Hubert. Hubert a dit « les salles de concert sont mes églises ». Et je pense que la religion qu'il ne pouvait pas exprimer comme il l'aurait peut-être voulu à certains moments, il l'a transformée, il l'a convertie dans la musique. Et quand il n'arrivait plus à avoir de solutions qui venaient à son esprit, d'explications, par exemple l'origine de l'univers, d'où venons-nous, où allons-nous, eh bien, il écoutait la musique. Il écoutait la musique tout le temps en fait. Il écoutait parfois très très fort la musique classique. Et lui, c'était son refuge. Avec la musique, il pouvait s'évader et avoir une sorte de compréhension de ce qui était au-delà de l'univers observable. Il n'a pas eu peur de se frotter à des sujets spirituels. Il avait participé à cet ouvrage-là que j'avais noté, oui, La synchronicité et l'âme, oui, en 1995. Alors, on était plus sur de la psychanalyse, autour de Jung. Il adorait. À l'époque, donc, il avait quand même il adorait Jung, il adorait la psychanalyse. Ouais. C'était un explorateur. Donc, il aimait aller voir ce que disaient les psychanalystes, ce que disaient les poètes, ce que les musiciens pouvaient transmettre. Pour lui, le Magnificat de Bach ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme, tellement c'est magnifique. Pour lui, le son qui s'enchaînait comme ça, c'était certainement quelque chose qui venait d'ailleurs, que notre compréhension d'aujourd'hui encore ne nous permet pas d'atteindre. Pour Hubert, c'était la science, elle a avancé par tâtonnement, pas seulement pour Hubert d'ailleurs, la science avance par tâtonnement. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être pas exactement vrai demain, va avancer, va se modifier au fur et à mesure de ce qu'on comprend. Et pour Hubert, rien n'était joué d'avance. Aucune porte n'était fermée. Il était québécois. Pourquoi est-ce que, selon vous, ou comment plutôt, il est parvenu à s'installer aussi durablement dans le cœur des Français?
Tout à l'heure, vous le disiez, en fait, avec Hubert, vous avez commencé à regarder le ciel, à essayer de comprendre. Hubert, il savait utiliser des mots, des images pour rendre simple quelque chose de complexe. Par exemple, quand il parlait des météorites, c'est compliqué une météorite. Lui, il parlait de caillasses qui tombent du ciel. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une caillasse. Et tout le monde se mettait à aller chercher des météorites. Expliquer combien de temps le Soleil va encore être là. Pour lui, c'était aussi très simple. Et à son émission justement de Bernard Pivot, là, c'était en 81, c'est ce qui l'a vraiment rendu célèbre, avec Patience dans l'azur, juste avant Paussière d'étoiles. C'était son premier livre. C'est son premier livre connu. Énorme. Ah, mais c'était plus d'1 million d'exemplaires. Je ne sais plus combien de nombre de langues de traduction. C'est peut-être une trentaine. On le trouve toujours dans n'importe quelle librairie. C'est vraiment beaucoup. C'est du niveau aujourd'hui Joël Dicker ou Guillaume Musso. Et alors, il disait, pour expliquer, le Soleil, il carbure au nucléaire. Et comme une voiture carbure à l'essence. Et ça, tout le monde comprend. Après, il disait... Mais dans l'espace, il n'y a pas de station de pompage. Donc, une fois que le Soleil a fini d'utiliser ses ressources nucléaires, eh bien, il va mourir. Et il expliquait que comment calculer ça, quand est-ce qu'il allait mourir. L'énergie, c'était la masse du Soleil. On savait combien d'énergie il consommait à peu près. Donc, une petite division et hop, 5,5 milliards d'années. Et là, tout le monde comprenait. Il avait ce don-là. Et je pense que Hubert nous rendait intelligents. Ou du moins nous permettait de penser qu'on l'est intelligent. Il avait ce truc qui dégageait, qui dégage peu de gens, tellement chaleureux que je pense qu'on a tous eu l'impression d'être le meilleur ami d'Hubert Reeves. Et du coup, quand il est mort, moi j'ai eu un pincement au cœur, alors que je l'avais jamais vu, que j'avais pas lu Poussière d'étoiles depuis très longtemps. On peut pas dire qu'au quotidien... Mais voilà, il m'a tellement marqué dans ma jeunesse et je pense que tout le monde a ressenti ça un peu. Ouais. Il y a beaucoup de générations, des petits-enfants spirituels, des enfants spirituels d'Hubert, beaucoup d'astrophysiciennes et d'astrophysiciens qui le sont devenus parce qu'ils ont entendu Hubert. En lisant votre livre, l'impression que j'avais, c'est qu'il incarnait aussi à sa manière... Le parcours de la science du XXe siècle, en tout cas du point de vue de la France. C'est-à-dire qu'il a à la fois cette période de la France d'après-guerre, de la France du nucléaire, la France du Concorde, la France de l'innovation, la France vraiment très, très scientifique, voilà, qui se reconstruit après la guerre, mais de manière très très dynamique. Et puis, petit à petit, un discours qui, comme vous le disiez, qui évolue jusqu'à l'écologie, jusqu'au doute, jusqu'aux craintes, et qui aujourd'hui tend presque à se retourner aussi. Aujourd'hui, l'écologie qui par certains aspects, peut presque mettre en péril ou en tout cas retarder des projets scientifiques. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est exact. Mais Hubert a gardé cet espoir. Même s'il avait quand même tout un côté de lui qui pouvait être extrêmement déprimé, il faut le savoir. Hubert, il était sensible jusqu'à être vraiment déprimé. Oui, complètement. Hubert croyait en l'être humain. Et c'est dans Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, qu'il l'explique. Mais il évoquait surtout ce qu'il aimait appeler le PFH, le putain de facteur humain. C'est-à-dire que l'homme était capable du pire, de la bombe nucléaire, il était capable des pires destructions, mais il était aussi capable de créer. Et c'est la seule espèce humaine capable de ça, d'écrire de la musique, de réaliser une peinture, une œuvre d'art. Et il se disait que l'homme allait cesser de scier la branche sur laquelle il était assis, qu'il allait arrêter ce massacre, ayant bien conscience que la planète serait toujours là après la disparition de l'humanité. Clairement, elle s'en porterait mieux. Donc Hubert, oui, il était très conscient que ça pouvait aller très loin, jusqu'à des dégâts colossaux et voire même irréversibles, et il en avait extrêmement peur. Mais de notre côté, sa confiance en l'être humain était supérieure à cette peur. Et le fait d'agir, de prendre part dans Humanité et Biodiversité, de lui-même faire des conférences pour exposer ce qui se passait, ça lui permettait de retrouver le moral et de se dire « je fais ma part ». Et lui, c'était là où se situait son espoir. Tout n'était pas foutu. Tout n'est pas foutu, c'est le titre de votre livre, Hubert Reeves, Tout n'est pas foutu. Ça. Laurence Honora,
Merci d'avoir été avec nous dans cette émission de Planétarium. Une dernière question, rapidement, qu'est-ce qu'on en gardera dans le futur de son héritage, selon vous, d'Hubert Reeves? Qu'est-ce qui restera de lui? L'avenir est toujours surprenant. Merci beaucoup, Tristan Vey, pour votre participation, chef de service sciences au Figaro. À la semaine prochaine pour un prochain numéro de Planétarium.